Robert Lacoste en personne vient s'assurer que le travail est bien fait. La deuxième zone créée par les militaires est la zone de pacification. Là encore, le ministre vient lui-même armer la population pour qu'elle se défende de la LN. On lui fait allégeance, on lui baise la main. Lacoste, l'ancien résistant, n'a pas compris que l'ordre du vieux monde est en train de changer. Envoyez! La troisième zone est la zone interdite. Des villages entiers sont vidés de leur population et parfois entièrement rasés. Le but, couper la LN de toutes ses bases arrières. Et la consigne est exécuter la moindre personne qui traverse la zone interdite. Plus d'1,5 million de paysans sont déplacés vers des camps de regroupement. Mais ce déplacement forcé va provoquer l'exode de dizaines de milliers de personnes vers la frontière tunisienne. Les camps de réfugiés font leur apparition, et c'est rapidement la famine qui décime des familles entières. Face à cette tragédie humanitaire, la Croix-Rouge décide d'intervenir. La guerre d'Algérie s'internationalise un peu plus et la France est montrée du doigt. Et pour les plus courageux de ces paysans, une autre route permet de fuir la guerre. L'immigration. Des dizaines de milliers d'Algériens vont ainsi rejoindre la France. Une dernière zone n'apparaît pas dans le découpage militaire. Pourtant, elle intéresse hautement les autorités françaises. Le Sahara. Les ingénieurs viennent de découvrir du pétrole à Hassim et Saoud. Cette découverte, maintenue un temps secrète, redistribue les cartes du conflit algérien. Le pays regorge du précieux liquide dont toute société moderne a le plus besoin. Et il n'est pas question de s'en séparer. Pour assurer le quadrillage de ces trois zones, il faut de plus en plus d'hommes. Guy Mollet prend une décision lourde de conséquences. Il engage dans la guerre les appelés du contingent et porte le service militaire à 28 mois. Une éternité. Du jamais vu depuis la mobilisation de 1939. Ils rejoignent les classes de rappelés déjà sur place. 400 000 soldats français seront bientôt présents en Algérie. Un dernier baiser pour une maman. Un dernier regard pour une fiancée. Un dernier geste avant l'inconnu. La plupart de ces garçons n'ont jamais quitté leur famille. Ils ne sont préparés ni au dépaysement, ni à la guerre. Ma petite maman, ne t'inquiète pas. Le capitaine a été clair. On part pour assurer le service d'ordre, pas pour le casse-pipe. Face à la détresse de la séparation, face à la peur de cette terre inconnue, face à l'angoisse des questions sans réponse, on se rassemble. On prie. Et la nef du navire peut bien remplacer celle de l'église. Dans la guerre, l'homme cherche toujours à mettre Dieu de son côté. Pour ces jeunes Français,
L'Algérie est en train de devenir une réalité. Tous si différents et déjà si semblables, rassemblés par la crainte dans une même humanité, bientôt frères d'armes et de misère. Le soir, à l'écoute du journal parlé ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie? La même question que je me pose aussi à chaque heure. Qui de vous, qui de nous n'a un fils, un fiancé, un mari, un parent, un ami là-bas? La volonté du gouvernement, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Parmi ces garçons qui débarquent à Alger le 4 mai 1956 se trouvent 19 appelés de moins de 25 ans venant de la région parisienne. Ils n'ont plus que 14 jours à vivre. Sur cette route de montagne qui s'accroche aux gorges de Palestro, leur section va tomber dans une embuscade tendue par l'armée de libération nationale. Ils sont tués en moins d'un quart d'heure. C'est la première réponse du FLN au vote des pouvoirs spéciaux. En France, l'émotion est immense. Des jeunes meurent pour cette terre lointaine. Guy Mollet avait promis la paix. Il a plongé dans la guerre totale. Et c'est François Mitterrand qui se retrouve de nouveau en première ligne, mais cette fois-ci comme ministre de la Justice. Des dizaines de combattants algériens ont été emprisonnés et condamnés. Et l'État doit se montrer inflexible. Mitterrand refuse la grâce d'Ahmed Zabana, un militant du FLN condamné à mort. Le 19 juin 1956, il est exécuté. C'est le premier condamné à mort politique guillotiné. Les Algériens en font un martyr de la Révolution. 112 autres prisonniers politiques seront exécutés durant le conflit. La guillotine va devenir une véritable arme de guerre. De son côté, le FLN adresse une deuxième réponse au gouvernement français. Une réponse politique. Le 20 août 1956, il organise en Kabylie un congrès clandestin. Ses principaux chefs s'y retrouvent pour unifier les différents courants nationalistes. Ils annoncent la création du Conseil national de la révolution algérienne. Ce doit être l'unique interlocuteur des négociations futures. Car dans le plus grand secret, Guy Mollet a entamé des pourparlers avec le FLN. Pour torpiller ces négociations, certains officiers français décident d'une opération spectaculaire. Ils détournent vers Alger un avion marocain transportant des leaders du FLN. Les négociations secrètes sont interrompues et Guy Mollet est mis devant le fait accompli. Le pouvoir politique ne se situe plus en France, il se déplace à Alger entre les mains des militaires. Et l'armée est fière de cette prise de guerre. Comment imaginer que ce chef rebelle que l'on envoie en prison deviendra dans 6 ans le premier président de la République algérienne? Son nom, Ahmed Ben Bella. Affaibli politiquement, Guy Mollet doit reprendre l'initiative. Il décide d'engager le combat contre le président égyptien, le colonel Nasser. C'est le gouvernement égyptien qui fournit des armes tirées de ses arsenaux en organise le transport. C'est le gouvernement égyptien qui poursuit systématiquement, dans ses centres d'instruction militaire, ses écoles de commandos et de sabotage, la formation des cadres de groupes armés algériens. Avec ses alliés britanniques et israéliens, la France se lance dans l'expédition de Suez.
L'objectif officiel est de libérer le canal que l'Égypte a nationalisé. Mais le pouvoir a un but caché. Éliminer Nasser. Alors que les para-français se rapprochent du palais présidentiel, ils reçoivent l'ordre de cesser le feu. L'opération de Suez vient de tourner au fiasco politique. Les Russes et les Américains se sont entendus pour obtenir le rembarquement des troupes franco-britanniques et ont obtenu une condamnation à l'ONU. Pour la seconde fois, la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour. Face au monde des nations, la France se retrouve isolée. The intention of France to solve the problem of Algeria by permitting the Algerian people a free choice as to their future. En Algérie, pourtant, la France continue de parader. L'armée accueille comme un proconsul son nouveau chef, le général Salan. C'est le militaire le plus décoré de France. L'une des grandes figures de la guerre d'Indochine, stratège de la guerre subversive. Il s'exprime peu, ne tolère aucune contestation. Même Robert Lacoste s'avoue impressionné par le charisme et l'autorité de Salan. Salan a un objectif, gagner sur le terrain militaire en écrasant définitivement le FLN. Pour cela, il met en place un étau qui ferme totalement le pays. Les frontières avec la Tunisie et le Maroc sont entièrement électrifiées et truffées de 3 millions de mines. Les passages qui permettaient l'acheminement des armes et la circulation des rebelles sont désormais hermétiques. En mer, c'est toute la côte méditerranéenne qui est surveillée par la Marine nationale. Les dernières livraisons d'armes sont interrompues. L'ALN, traquée partout, est asphyxiée. Ces hommes se sont repliés sur Alger. C'est désormais là, au cœur de la plus française des villes d'Algérie, qu'ils vont mener la guerre. Yassef Saadil, le chef du FLN à Alger, l'affirme. C'est à Alger que tout doit maintenant se passer.